Hey, bien le bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 3 de la FDG. Aujourd'hui, nous allons plonger directement sur les pools de liquidité qui nous servent quotidiennement à faire nos échanges en crypto-monnaie. Cette vidéo va être divisée en deux parties. La première partie va concerner le fonctionnement pur et dur d'une pool de liquidité. Et enfin, dans une deuxième et dernière partie, nous allons nous focus sur le risque d'impermanent loss, la perte impermanente en français, qui est primordiale à comprendre pour avoir une vue globale de ce type de produit DeFi. Je vous propose de commencer dès maintenant avec une définition claire d'une pool de liquidité. En réalité, c'est tout simple. Une pool de liquidité est un ensemble de tokens bloqués dans un smart contract utilisé pour faciliter le trading en fournissant de la liquidité. Attention, ici trading est employé au sens échange et non pas dans le sens de la spéculation typique des loups de Wall Street. Bon, on n'avance pas des masses avec cette définition. On va se poser alors la question suivante. Pourquoi avons-nous besoin de pools de liquidité? Coinbase ou Binance par exemple ont un trading basé sur un modèle de carnet d'ordre. C'est aussi la façon dont fonctionnent les bourses traditionnelles telles que le Nasdaq ou le CAC 40. Dans ce modèle de carnet d'ordre, les acheteurs et les vendeurs se réunissent et y passent des commandes. Les acheteurs, qu'on appelle aussi la demande, the bid en anglais, essaient d'acheter un actif au prix le plus bas possible, tandis que les vendeurs, l'offre, the ask en anglais, essayent de vendre le même actif au prix le plus élevé possible. Acheteurs et vendeurs veulent fixer un prix pour que chaque partie soit gagnante. Forcément, c'est précisément à ce moment que les market makers entrent en jeu. Les market makers sont des entités qui facilitent les échanges en étant toujours disposés à acheter ou à vendre un actif particulier. Ce faisant, ils fournissent des liquidités afin que les utilisateurs puissent toujours négocier et n'aient pas à attendre une autre contrepartie, que ce soit du côté acheteur ou du côté vendeur. Mais alors, pourquoi on ne peut pas tout simplement reproduire cela en DeFi? Bah oui, ce serait plus facile quand même. En fait, on peut le faire, mais le problème, c'est que ce serait très lent, très coûteux et l'expérience utilisateur serait médiocre. La raison principale est le fait qu'un modèle de carnet d'ordre repose fortement sur le fait que des market makers soient toujours prêts à faire le marché pour un certain actif. Cela revient à apporter de la liquidité vendeuse et acheteuse pour que les échanges se fassent sans problème. Je suppose que vous l'avez deviné, mais sans market makers, une bourse devient instantanément illiquide et inutilisable pour les utilisateurs normaux. En plus de cela, chaque interaction avec un smart contract coûte des frais de gaz, ainsi les market makers feront faillite en mettant simplement leurs ordres. C'est à ce moment que les pools de liquidité entrent en jeu. Maintenant que nous avons compris pourquoi avons-nous besoin de pools de liquidité, voyons comment elles marchent. Dans sa forme de base, une seule pool de liquidité contient deux jetons et crée un nouveau marché dans cette paire particulière de jetons. ETH-USDC est une pool très commune, prenons celle-là en exemple. Lorsqu'une nouvelle pool est créée, le premier fournisseur de pool de liquidité est celui qui fixe le prix initial de l'actif dans la pool. Le fournisseur de liquidité est incité à fournir une valeur égale des deux jetons dans la pool. En général, on est sur du 1 pour 1. Si le prix initial diverge du prix réel, cela crée une opportunité d'arbitrage instantané qui peut entraîner une perte de capital pour le fournisseur de liquidité. Ce concept de liquidity provider dans un ratio correct reste le même pour tous les fournisseurs de liquidité qui souhaitent ajouter plus de fonds au pool ultérieurement. Pour ajouter de la liquidité à une pool, rien de très compliqué. En premier, lorsque la liquidité est fournie à une pool, le fournisseur de liquidité, qu'on appelle aussi le liquidity provider, reçoit un jeton spécial appelé LP token en proportion de la quantité de liquidité qu'il a fournie à la pool. Lorsqu'une transaction est facilitée par la pool, les frais de 0,3% sont généralement répartis proportionnellement entre tous les détenteurs de ces LP tokens. Ici, le liquidity provider gagne donc grâce aux échanges facilités par l'approvisionnement de sa liquidité via un prélèvement de frais à hauteur de 0,3% par transaction. Lorsque le liquidity provider veut récupérer son capital, il doit brûler ses LP pour les rendre à la fois inutilisables et récupérer sa liquidité. Ici, nous nous basons sur la forme la plus basique d'une pool pour véritablement comprendre le mécanisme qui se cache derrière. Désormais, allons un peu plus loin. Chaque swap, qu'on appelle aussi échange, facilité par la pool de liquidité, entraîne un ajustement de prix selon un algorithme de pricing. Ce mécanisme est également aussi appelé Automated Market Makers, AMM. Les pools de liquidité à travers différents protocoles peuvent utiliser un algorithme légèrement différent, mais la racine sera toujours la même. Les pools de liquidité de base telles que celles utilisées par Uniswap V2 utilisent un algorithme de market makers constant qui assure que le produit des quantités des deux jetons fournis, jeton X multiplié par le jeton Y, reste toujours le même. Voyons un petit exemple sur le tableur. Rien de très compliqué, je vous rassure. Nous sommes donc sur le tableur avec sous vos yeux le modèle de pricing d'une pool simplifiée au maximum, donc la quantité de token X
fois la quantité de token Y. Ici X, nous avons ETH et Y USDC. En multipliant ces deux quantités, nous retrouvons notre constante K et en jouant avec les valeurs comme sous vos yeux, on peut voir que cela impacte le prix d'un token par rapport à l'autre. Ici, la chose intéressante à regarder, c'est qu'en modifiant à la hausse ou à la baisse la quantité d'un jeton, on augmente ou on baisse notre constante, en baissant le prix de l'autre évidemment. C'est-à-dire que l'arrivée ou le départ de liquidité en masse dans une pool peut donc faire perdre de l'argent temporairement en modifiant le prix interne de cette pool. C'est pour cela qu'on trouve dans la DeFi des pools qui affichent des rendements à plusieurs chiffres, tels que des 1000% de performance, mais en réalité, c'est lié à une très faible liquidité disponible dessus. Si on génère 1000$ de frais avec une pool de 100$, on fait littéralement 900% via notre pool. Tout est question d'objectivité, alors prenez votre temps pour analyser les pools avant de mettre votre crypto dedans. Pour revenir à notre modèle de pricing, grâce à cet algorithme, la pool peut toujours fournir des liquidités quelle que soit la taille de la transaction. Bien sûr, le prix interne sera impacté, mais pas énormément. La raison principale en est que l'algorithme augmente asymptomatiquement le prix du jeton à mesure que la quantité souhaitée augmente, tel que nous l'avons vu sur le tableur. Le principal point à retenir ici est que le ratio des jetons dans le pool dicte le prix. Disons, achète des ETH à partir d'une pool DAI ETH, il réduit donc l'offre d'ETH et ajoute à l'offre ces DAI, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'ETH et une baisse du prix du DAI. Bien évidemment, l'ampleur des mouvements de prix dépend de la taille de la transaction, mais aussi proportionnellement à la taille du pool. Plus la pool est grande par rapport à un échange, moins l'impact sur les prix, c'est-à-dire le glissement, qu'on appelle aussi le slippage, se produit, de sorte que les grandes pools peuvent accueillir des échanges plus importants sans trop déplacer le prix. Étant donné que les pools de liquidité plus importantes créent moins de slippage et se traduisent par une meilleure expérience de trading, certains protocoles comme Balancer ont commencé à inciter les fournisseurs de liquidités avec des jetons supplémentaires pour fournir des liquidités à certains pools. Ce processus est appelé liquidity mining. Les concepts derrière les pools de liquidité et les AMM sont assez simples mais extrêmement puissants car nous n'avons plus besoin d'un carnet d'ordre centralisé ni de compter sur des market makers externes pour continuer à fournir constamment des liquidités à un marché spécifique. On va s'arrêter là pour cette première partie, sinon qui risque d'être beaucoup trop longue. Je sais que ces notions peuvent être barbares et difficiles à assimiler au début. Ce que je vous conseille, c'est de re-regarder cette vidéo. Sinon, vous laissez un commentaire et je serai ravi de vous aider. Pour la deuxième partie, à propos de l'impermanent loss, le risque principal des pools de liquidité, trop de personnes novices encore ne maîtrisent pas totalement ce sujet, alors il va falloir s'accrocher car l'impermanent loss est à l'origine de nombreuses pertes. Mais heureusement que Captain H est là pour vous. Je vous remercie une fois de plus pour votre confiance et pour avoir regardé cette vidéo. La partie 2 va s'afficher sur votre écran, alors on se dit à tout de suite, salut!